Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, de la part du comité d'organisation de ce colloque du Centre hospitalier intercommunal d'Aix-Pertuis, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de votre présence. Je voudrais surtout remercier les sponsors qui nous ont permis d'organiser cet après-midi. Remercier tout particulièrement Asten pour toute l'aide qu'il nous a apportée. Remercier également le bureau de la CME du centre hospitalier qui devrait être représenté par son vice-président. Et puis également remercier la présence de Madame Festa qui va nous dire un petit mot de la part de la direction. Donc je vous invite, Madame Festa, si vous voulez bien. Merci, docteur. Bonsoir. Oui, c'est presque le soir. Bonsoir à toutes et à tous. Le directeur Nicolas Estienne n'a pas pu se rendre disponible malgré tout l'intérêt qu'il porte à cette journée. Aussi, je le représente pour vous dire bien d'abord tout le plaisir que j'ai à vous voir si nombreux. Donc merci d'être venus nombreux cet après-midi et j'imagine qu'on va être de plus en plus nombreux au fur et à mesure de l'avancement de la soirée. Je vous remercie aussi de votre patience parce que je crois que ces journées n'ont pas pu se tenir au rythme auquel il était souhaité qu'elles se tiennent en raison de la crise Covid. Remercier à mon tour les organisateurs de ces journées pour la qualité de la préparation et pour la qualité de l'organisation. Et puis, je voudrais également vous dire combien je suis heureuse de représenter l'hôpital lors de ces journées, de ces rencontres, parce que je crois que nous pouvons être fiers que, indépendamment de la crise que nous avons traversée, ou malgré elle, les équipes ont continué à travailler, à œuvrer et à innover. Et c'est tout l'objet de cette présentation aujourd'hui. Je voudrais dire un mot particulier, puisqu'il y a à la fois des présentations médicales et chirurgicales, mais dire peut-être un mot tout particulier sur la chirurgie, parce que pendant la crise Covid, la chirurgie a été fortement et indirectement impactée, dans la mesure où, en tout cas la chirurgie publique, dans la mesure où elle a dû fortement limiter les interventions, et ainsi que l'anesthésie. Et je crois que nous devons aussi souligner cet engagement parce qu'ils ont contribué de manière spontanée à l'élan collectif dans notre établissement. Donc je me réjouis que toutes ces interventions puissent se faire et qu'ils présentent les innovations et les pratiques innovantes qui émergent dans chacune des spécialités, et aussi leur souci de maintenir le lien avec la médecine de ville qui n'a pas failli, y compris pendant la crise, puisque nous avons, je crois, communiqué largement sur la situation qui traversait notre hôpital. Donc maintenant, on est sorti du Covid, je crois qu'on en est tous heureux, et donc place à des échanges fructueux tout au long de l'après-midi. Merci. Merci Madame Festa. Donc Madame Festa vous a donné l'introduction de l'exposé que je vais me permettre de vous faire, et nous allons essayer de voir ensemble humblement et tous ensemble pour répondre à une question qui est comment prendre soin des patients dans une société dite technicienne. Et nous allons essayer de nous interroger sur le sens et la valeur de notre travail de soignant et les personnes accompagnant le patient dans l'ensemble de sa prise en charge, quel que soit notre statut, dans cette société actuelle que nous avons qualifiée de technicienne. Donc, je suis parti d'un constat, c'est que le nombre d'outils technologiques se multiplie au sein des établissements de santé. La preuve en est la présentation qui vont suivre. Et je reprendrai le terme d'un directeur d'hôpital que j'ai connu et que je cite, qui disait que le progrès médical, ce n'est pas seulement les scanners ou les appareils de pointe.
la prise en charge de la douleur ne doit pas être traitée seulement que par des méthodes invasives ou des médicaments, mais également par des méthodes complémentaires. Donc, je vais vous proposer quelques pistes de réflexion. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est au service de quoi et de qui sont utilisés ces outils technologiques tels que l'imagerie médicale, l'endoscopie, les automates pour les bilans, pour la délivrance des médicaments, les ordinateurs à tous les étages, etc. Est-ce que c'est au service du patient pour éviter les erreurs d'identité, éviter les erreurs de posologie et de délivrance médicamenteuse? Est-ce que c'est un gain de temps auprès du patient grâce à l'informatisation, à l'automatisation de certaines tâches? Est-ce que c'est au service des soignants? On va gagner du temps, il va y avoir une meilleure circulation, une meilleure lisibilité des dossiers médicaux et infirmiers des patients, quelle que soit l'heure et le service accueillant le patient, la traçabilité des événements dits indésirables afin de prévenir leur survenue. Est-ce que c'est au service de l'institution, notamment dans l'évaluation de l'activité facilitée par son informatisation de la tarification à l'activité, la durée moyenne de séjour, l'activité, voire rentabilité dans différents services, voire même des médecins, l'évaluation de l'activité des soignants, l'évaluation de la consommation de soins ou bien de médicaments. Donc la deuxième question que l'on peut se poser, c'est est-ce que le soin est-il réductible à un acte technique, à un objet de comptabilité? Le soin devrait se définir comme le souci de la vulnérabilité de l'autre. Cela voudrait dire répondre aux interrogations, voire aux angoisses du patient qui nous consulte, ou là où il est hospitalisé, et cela, bien sûr, grâce à des outils de base que sont les connaissances médicales, paramédicales, et grâce à la contribution de l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans la prise en charge des patients, et bien sûr aidées par la technologie mise à notre disposition. Mais le soin consiste également à prendre en compte le patient en tant que personne unique pour comprendre ses signes et symptômes en tenant compte de son histoire, de son cheminement, de sa culture. Le soin ne serait pas donc uniquement quantité et coût, mais bien qualité, et cela est difficilement quantifiable. Tel que par exemple un temps d'écoute, des paroles de réassurance, une main posée sur la main du patient, être assis au bord du lit à ses côtés, ou tout simplement un sourire. Et puis la troisième question que l'on peut se poser, c'est comment faire notre métier dans cette tonalité, qualité et quantité de soins. Nous savons tous que la relation soignant-soigné reste au centre de nos préoccupations. Beaucoup d'entre nous connaissons les 4 principes cardinaux de l'éthique médicale, que sont pour les Français, plutôt les francophones, le principe de bienfaisance, puis d'autonomie, de non-malfaisance et de justice. Pour les anglo-saxons, le principe d'autonomie vient avant celle de la bienfaisance. Et donc, devant la vulnérabilité du patient, une attitude empathique du médecin s'impose. Est-ce que c'est une gentillesse ou un devoir ou bien une obligation? Le mot gentillesse est un mot assez intéressant qui permet de réconcilier le tout bienfaisant à toute autonomie. Il y a un très beau livre que j'aime beaucoup, que je voulais partager avec vous, qui s'appelle « Petit éloge de la gentillesse » d'Emmanuel Jaffelin. Dans cet essai stimulant, Emmanuel Jaffelin montre que la gentillesse est une vertu d'avenir, source d'une morale vivifiante. Elle prend le relais des morales fondées sur le devoir. Sa révolution douce renferme une promesse, celle de réconcilier les vieilles civilisations de l'honneur avec notre société du bonheur. Comme le dit également Lao Tse, mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. Emmanuel Jaffelin dit qu'il
il y a d'abord la sollicitude. Qu'est-ce que c'est? C'est une super gentillesse forcée qui est causée par une pulsion. Elle a comme effet d'être intrusive. Par exemple, on voit qu'il y a une personne non-voyante qui est au feu rouge et qui traverse la rue. Et donc je vais m'empresser de le retenir. C'est ce que j'appelle la pulsion. De l'autre côté, il y a le respect, causé par une règle et qui peut avoir comme effet indésirable l'indifférence. Il explique par exemple qu'un mendiant qui fait l'aumône, il ne lui donne pas de l'argent, parce que la règle, c'est qu'il paye déjà suffisamment d'impôts, 10, 20, 30%, et il a de l'indifférence, parce que lui déjà, il paye l'aumône. C'est là qu'Emmanuel Jaffelin dit que la gentillesse est coincée entre les deux. La gentillesse, elle est causée par une demande et elle a pour effet de rendre un service. Cette gentillesse en médecine doit être trouvée comme un moyen à terme entre une bienfaisance excessive et un respect de l'autonomie. Et c'est là où il est important d'avoir le consentement du patient qui est inscrit dans le code de déontologie et également dans la loi de Kouchner du 2 mars 2002. Alors, le médecin doit réellement s'engager dans une approche transculturelle. C'est-à-dire que quand A regarde B, il n'est pas fait pareil. Il est carré et blanc. Et quand B regarde A, il n'est pas fait pareil non plus. Le but est d'aller au-delà de l'information, mais vers une communication, vers un dialogue et une relation, un lien qui sera la base du consentement ou d'un choix réellement éclairé. Et cette relation clinicien-patient est bien décrite par Emmanuel Ezekiel, qui était un ancien conseiller de santé de Obama, qui a été à l'origine de la loi Obamacare, et il disait que jusqu'au XXe siècle, le modèle était paternaliste. Le docteur disait « Je décide pour vous et je vous opère ». Et puis on arrive ensuite à ce qu'on appelle un modèle informatif au début du XXe siècle. Je vous dis ce que je sais, il faut vous opérer. Et là, on est dans la bienfaisance. Et après le procès de Nuremberg et les horreurs de la médecine nazie et la découverte de l'autonomie et du consentement, on est arrivé dans ce qu'on appelle un modèle interprétatif. Sans vous opérer, je vous dis que je sais, et en plus, je vous aide à définir vos préférences. Et donc, à ce niveau-là, nous sommes dans un modèle d'égal à égal. On va de tout bienfaisance à tout autonomie. Malheureusement, les Américains sont restés bloqués. Et là, Emmanuel Ezekiel propose d'aller vers un quatrième élément, qui est un modèle dit délibératif. En plus, je vous dis mes préférences. On n'est pas revenu au point de départ. En fait, on a subi une logique humaine et gentille. On peut vous opérer. Quelles sont vos préférences? Et en plus, si vous le voulez. Et en plus, si vous le voulez. Mais souvent, les patients nous demandent « Et vous, docteur, qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» On n'est pas dans une logique d'imposition, on est dans une logique d'aide et d'assistance de nos patients. Le docteur doit faire un effort pour comprendre les préférences du patient et comprendre sa situation générale, pour pouvoir l'assister au mieux. Et pendant que le malade doit comprendre quelles sont les indications médicales qui lui sont proposées. Parce que la médecine est devenue de plus en plus scientifique, que le médecin doit intégrer plus de doutes qu'auparavant et doit maîtriser les nouvelles technologies. Elle sait de mieux en mieux comment faire les choses et peut s'interroger pourquoi elle fait les choses. Au comment de mes actes, on pourrait rajouter le pourquoi de mes actions. Et cela passe bien sûr
par une information claire, loyale. À côté du consentement, il y a l'autorisation, l'assentiment, la permission, l'acquiescement, l'approbation ou l'adhésion, qui sont autant de concepts proches et différents que des voies nouvelles pour ces relations entre personnes. Et pour conclure, je terminerai par cette citation qui me touche et que je partage avec vous, qui a été publiée dans le JAMA, le Journal of American Medical Association, en 1927, et qui dit qu'une des qualités essentielles du médecin est son intérêt pour l'humanité, car le secret de pouvoir soigner au mieux les patients, c'est en prenant soin d'eux. Je vous remercie. Et donc, je vais maintenant passer la parole à nos deux modérateurs, Dr Marina Sianek, qui est chef de service donc, du service d'ORL, futur chef de service d'ORL, ou chef de pôle, enfin ce que vous voulez. Vous pouvez décider ce soir ce que vous voulez pour elle. En tout cas, c'est une modératrice pour cet après-midi. Et le docteur Jean-François Laude, qui lui est chef de service des urgences de l'hôpital d'Aix-en-Provence. Et je leur cède la parole. Merci, Houtin. Bonjour. Peut-être quelqu'un veut rajouter quelque chose à cet exposé ? Ou des questions, mais bon... Questions ou échanger sur cette réflexion, qui me semble être une réflexion importante pour notre pratique, car je pense que tous ici avons, et je pense que le docteur Laude sera d'accord avec moi, de moins en moins de temps finalement à accorder au patient, à son consentement et à ses explications. On passe beaucoup de temps à prescrire des radios, des scanners, et parfois on oublie l'essentiel. L'interrogatoire, l'examen, la palpation, l'explication de chaque patient. Donc je pense que c'est bien parfois de nous rappeler, de nous amener à penser à autre chose qu'à cette technologie, comme tu dis, Houtin. Je voudrais dire que c'est important peut-être aussi pour la formation du médecin. Effectivement, on parle toujours de technicité, mais c'est quelque chose qui est complètement sorti de notre... mode d'enseignement, et je crois que ça prend coup près des malades, et qu'avec, comme tu l'as dit, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de nos patients et vis-à-vis de la vie et de tous ces gens qui nous entourent, quoi. Et je pense que le Covid nous a rappelé tout ça, et sans bienveillance vis-à-vis de nos patients, on ne serait pas arrivé à s'en sortir comme on s'en est sorti. Je pense que c'est important de rappeler à nos jeunes que ça s'apprend aussi, et que ce n'est pas au décours d'un ordinateur qu'on découvre tout cela.